La Standard Oil Company ne s'intéressait pas seulement au raffinage ou au transport. C'était ce qu'on pourrait appeler une société intégrant toutes les phases de l'activité pétrolière, du producteur au consommateur. Dès 1865, Rockefeller a envoyé son frère William à New York pour y organiser les exportations vers l'étranger, ainsi qu'un réseau national de distribution. Les camions de la Standard Oil parcouraient le pays, vendant des produits pétroliers. Ça ne s'était jamais fait auparavant. Rockefeller créa ainsi un réseau dense qui écoulait son kérosène, son essence et le reste. Le pétrole sert alors uniquement à s'éclairer et à se chauffer. Son usage s'est universellement répandu, mais jusqu'à l'aube des années 1880, tout le pétrole consommé dans le monde est américain. En 1878, les raffineries américaines produisent annuellement 36 millions de tonnes, dont 33 viennent de la seule Standard Oil. Le pétrole navigue sur des voiliers, d'abord dans des fûts, puis dans des cuves. La Standard Oil est le fournisseur exclusif de l'Europe et de l'Asie. Dès 1875, ses agents sillonnent l'Extrême-Orient et notamment la Chine. Rockefeller fait distribuer gratuitement des centaines de milliers de lampes aux Chinois pour les pousser à acheter son pétrole. C'est ainsi que Rockefeller étrangla tous ses concurrents l'un après l'autre. Il ne s'attaquait pas seulement aux autres raffineurs, mais à tous ceux qui touchaient au pétrole en Amérique. Il ne les dupait même pas. Il leur disait « Voici mes livres, je vous offre une participation dans ma société en échange de vos propres avoirs. Si vous êtes malin, vous sauterez sur mon offre. » Et curieusement, beaucoup acceptaient de bon gré et lui vendaient leur affaire à un prix intéressant. Ce sera le cas de John Archbold, un concurrent dont Rockefeller fera le président de la Standard Oil, et celui de Charles Pratt, un raffineur de New York qui deviendra administrateur de ces sociétés. Ces ralliements restent secrets. Les nouveaux partenaires de Rockefeller s'infiltrent chez l'adversaire pour mieux le torpiller. Puis, ils deviennent les administrateurs des sociétés qu'ils multiplient pour tourner les lois anti-cartel de certains États. Entre autres, la célèbre Standard Oil of New Jersey, créée en 1882. Entre-temps, dans les années 60, Demetrius Scofield a découvert du pétrole en Californie. Il fonde sa propre compagnie. D'autres indépendants l'imitent. Rockefeller les attaque sur leur terrain, y pratique un dumping effréné, acquiert d'énormes gisements situés sous Los Angeles. Scofield, finalement, lui cédera sa société. Et celle-ci deviendra la SoCal, la fameuse Standard Oil of California, joyau de l'empire Rockefeller. Tous ceux qui tentaient de rester indépendants, Rockefeller les éjectait du métier. Ils s'associaient avec d'autres grands producteurs. Le gros poisson a mangé ainsi tous les petits, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul poisson, le trust géant de la Standard Oil Corporation. En 1882, à New York, Rockefeller regroupe au sein du Standard Oil Trust les 40 sociétés qu'il contrôle. Il les dirige de ce bureau, 26 Broadway, avec 9 partenaires, tous milliardaires. Il était comme un horloger montant une machine pièce par pièce. Le Standard Oil Trust était en fait un holding. John Rockefeller fit de ses associés, ceux-là même qui contrôlaient son vaste réseau de filiales, les administrateurs de son trust et il leur distribua le pouvoir. C'était comme un gouvernement invisible. Ils opéraient dans tous les États, mais sans avoir à rendre le moindre compte ni à une région ni à une ville. C'est d'une ville russe moyenâgeuse et quasi inconnue sur les bords de la mer Caspienne, Bakou, que va surgir la première menace contre l'orgueilleux empire mondial de la Standard Oil. En 1870, des pionniers américains y ont pratiqué des sondages. À 35 mètres de fond, l'or noir jaillit.
la région baigne dans le pétrole. Le tsar réquisitionne alors toutes les terres disponibles et les met aux enchères. Leur vente lui rapportera 6 millions de roubles or. L'exploitation commence intensivement. Le gâchis est dément. Des millions de tonnes de pétrole s'écoulent sur le sol ou se déversent dans la mer. D'effroyables incendies ravagent quotidiennement les gisements. Les premiers producteurs sont de riches Arméniens, des Tartares, des Caucasiens, qui gaspillent leurs fabuleux profits en palais et en fêtes. Le plus extravagant, le plus fastueux est l'Arménien Alexandre Mantatchev. L'or lui coule des doigts, rien n'est trop cher pour lui. Femmes, bijoux, palais, chevaux. Ses haras sont aussi célèbres que ses orgies crapuleuses qui durent des jours entiers. Face à cette richesse scandaleuse, les conditions de travail des ouvriers des puits, tartares ou géorgiens, sont inimaginables aujourd'hui. Beaucoup sont des serfs, mais même les travailleurs libres, comme l'oncle de Staline ou le futur ministre soviétique Mikoyan, sont traités comme des bêtes de somme. Mal nourris, travaillant 16 heures par jour, ils sont en plus contraints de dépenser leur misérable salaire dans les magasins appartenant à leur employeur. Ils vivent dans la ville noire, un immense bidonville imbibé de pétrole proche des gisements. La misère, le manque de soins médicaux, la pollution, mais surtout l'alcool les tue comme des mouches. Parfois éclatent des émeutes que les Cosaques répriment sauvagement. Mantatchev lui-même n'échappe que de justesse à un de ces pogroms. En 1885, il a formé à Bakou un jeune ingénieur arménien qui jouera un rôle capital dans la saga du pétrole, Calouste Gulbenkian. Dès l'origine, des Suédois, les frères Nobel, fils du célèbre inventeur, se sont intéressés au pétrole russe. Ils ont acquis d'énormes concessions à Bakou et créé sur place leur propre raffinerie. Leur gisement, où ils s'efforcent d'assurer à leurs ouvriers des conditions de vie acceptables, compte très vite parmi les plus prospères du Caucase. Dans leur raffinerie, ils traitent le brut qu'ils produisent ou achètent, mais aussi celui de tous leurs concurrents. Alfred, le chimiste de la famille, a en effet mis au point un procédé efficace pour débarrasser le pétrole russe de son soufre. Reste à acheminer leur production. En multipliant les pots de vin, les Nobel ont réussi à accaparer la totalité des wagons-citernes disponibles en Russie. Ils font alors construire un oléoduc qui relie Bakou au terminus de la voie ferrée où on charge le pétrole sur leur train. Après quoi, il est transporté par rail du Caucase à Riga sur la Baltique, puis de là jusqu'en Suède, à travers les 5000 km de l'immense empire russe. Vers la fin du siècle, deux des frères Rothschild de Paris débarquent au Caucase où ils ont, eux aussi, acquis des gisements. Pour briser le monopole des Nobel, ils financent la construction d'une voie ferrée reliant Bakou au port de Batoum sur la mer Noire. Leur brut y est chargé sur des pétroliers et transporté jusqu'à leur raffinerie de Trieste. Ce trajet raccourci, jamais bloqué par le terrible hiver russe, représente un tel gain de temps et d'argent que les Nobel eux-mêmes en seront réduits à l'utiliser en échange d'actions cédées aux Rothschild. Dès 1885, la Russie exporte annuellement vers l'Europe 10 millions de tonnes de pétrole qui concurrencent dangereusement celui de la Standard Oil. Mais les Rothschild lorgnent le marché asiatique, chasse gardée exclusive de Rockefeller. Leur agent à Londres y contacte les frères Marcus et Sam Samuel, deux richissimes importateurs de nacre qui affrètent régulièrement des navires pour l'Extrême-Orient. L'Angleterre victorienne, en effet, nourrit une passion pour les coquillages exotiques. En 1891, Marcus Samuel devient l'agent général de la Bitno, le consortium pétrolier des Rothschild en Russie.
Désormais, les cargos des Samuel embarquent au passage du pétrole russe destiné à l'Asie où les deux frères contrôlent des dépôts et un réseau commercial. La même année, les Samuel mettent en chantier 9 vrais pétroliers. Et en 1892, l'un d'entre eux, le Murex, jaugeant 5010 tonnes, franchit le canal de Suez chargé de pétrole russe à destination du Japon. Pour la première fois dans l'histoire, un tanker transite par le canal. La Standard Oil a vainement remué ciel et terre pour lui en faire refuser l'autorisation. Comme emblème de leur flotte, les Samuel ont choisi le coquillage qui a fait leur fortune. Ainsi naît la Shell. Les Rothschild ne pouvant lui fournir tout le pétrole dont il a besoin, Marcus Samuel acquiert des concessions dans l'île de Bornéo. Il n'est pas le premier en Indonésie. 2 ans plus tôt, à Rotterdam, en Hollande, une petite société s'est créée pour la prospection et l'exploitation du pétrole sur la côte est de Sumatra. Elle deviendra un jour la puissante Royal Dutch Petroleum. Son fondateur, August Kessler, fait aussitôt entamer les forages. En 1892, après des débuts décevants, sous un climat terrible, le pétrole jaillit enfin. Kessler construit un pipeline et une raffinerie dont il écoule la production sur le marché asiatique, s'attirant lui aussi les foudres de la Standard Oil. En 1896, Kessler engage comme directeur des ventes un comptable de 30 ans qui travaille depuis 1888 dans une banque hollandaise d'Indonésie et va révéler un sens génial des affaires, Henri d'Eterding. En 1900, miné par le climat et une série d'échecs, Kessler meurt. Il a confié la direction de sa société à d'Eterding. Les Rothschild, qui ont jaugé celui-ci, acquièrent 10% des parts de la Royal Dutch. Entre-temps, de son côté, Marcus Samuel a mis en production sa concession à Bornéo et bâti une raffinerie à Balikpapan. De plus en plus gêné par cette concurrence, Rockefeller lui fait une offre de rachat en 1897. Samuel la refuse. Il fonde la Shell Transport and Trading Company, dont il garde un tiers des parts. En 1902, la Shell possède une flotte de 30 pétroliers. Mais cette apparente prospérité masque de graves difficultés. En 1900, Samuel a passé contrat avec la Gulf au Texas qui s'engage à lui livrer annuellement 100 000 tonnes de pétrole pendant 20 ans au même prix. La Gulf ne peut tenir parole, le contrat est résilié. Pour Samuel, en train de disputer le marché allemand à Rockefeller et à d'Eterding, c'est un désastre. D'autant qu'il perd aussi beaucoup d'argent avec ses puits de Bornéo. Le pétrole qu'il en tire, trop chargé en soufre, est impropre à la fabrication du kérosène pour l'éclairage.